En tant que dirigeant, ne laissez plus vos ressources freiner votre croissance. Votre entreprise aujourd'hui est déjà passée par plusieurs stades. Vous avez été solopreneur, puis vous avez effectué vos premiers recrutements, vous avez continué à grossir et vous avez aujourd'hui une équipe d'exécutants. Mais vous arrivez à un point de bascule parce que vous avez trop de clients pour continuer avec votre équipe actuelle. Et vous avez un choix, soit continuer à grossir, soit prendre le risque que votre concurrence vous passe devant. Et ce principe, c'est le principe défini par Sam Ovens, Scale, Mess, Depth, où il explique que tous les entrepreneurs à un certain moment, et notamment en cas de croissance importante, sont soumis à un choix et à un équilibre à trouver entre une croissance trop faible, avec ce risque que la concurrence prenne de l'avance, mais une croissance complètement exponentielle qui crée du désordre organisationnel et amène finalement une dette qui est difficilement gérable au fil du temps. Donc votre enjeu maintenant, c'est de maintenir un haut niveau d'excellence, un haut niveau de qualité, tout en vous permettant de livrer à vos clients. Or, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps sur le terrain dans ces moments-là ? Vous avez, comme je le disais, trop de clients pour continuer avec votre équipe actuelle. Vous, en tant que dirigeant, vous êtes déjà sous l'eau. Vous êtes sous le flot des urgences, des problèmes, des sollicitations de vos collaborateurs et de vos clients. Et vous avez encore un certain nombre de tâches opérationnelles qui sont encore à votre charge. Résultat, qu'est-ce que vous faites ? Vous recrutez dans l'urgence et souvent au feeling. Et côté pilotage, il est un petit peu brinque-ballant. Vous commencez peut-être à avoir une qualité qui diminue ou alors des délais qui s'allongent avec un risque de mécontentement client. Or, il faut bien comprendre que le cœur de la valeur que vous apportez à vos clients, ce sont les profils que vous leur mettez à disposition. Mais c'est également les profils marketing sales qui vous permettent d'acquérir des clients. Donc votre enjeu, c'est de maintenir un haut niveau de performance, un haut niveau d'excellence pour permettre une croissance qui continue sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 piliers qui vous permettent d'être scalables pour maintenir cette croissance à long terme. Et les 3 piliers, c'est 1. L'équipe et l'organisation, 2. La structuration interne et le pilotage, et 3. Le management. Et le mot-clé à absolument retenir, c'est anticipation. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Moi, je suis Héloïse et j'ai passé plus de 15 ans en tant que consultante dans des agences de services numériques. J'ai eu plusieurs casquettes. Ma première casquette, c'était la définition et l'optimisation des processus pour mes clients grands comptes afin de leur fournir des outils digitaux adaptés à leur contexte. Ma deuxième casquette, c'était la direction de projets petits pour commencer de plus en plus gros. Certains ont dépassé plus d'1 million d'euros. Et j'ai eu des grosses équipes avec notamment des team leaders à gérer. Et durant cette période, durant ces 15 ans, j'ai managé plus d'une 50aine de collaborateurs. Et dans ces différentes agences, qu'elles soient petites ou grosses, puisque je suis passée dans plusieurs, j'ai vécu des périodes de turbulence. Et sur mes propres projets, il y a eu des moments où on a dû grossir l'équipe très vite parce que les plannings étaient extrêmement tendus. Et je sais ce que c'est que le désordre organisationnel qui est créé. Je sais ce que c'est que la dette qui s'accumule au fil du temps et qui met à risque le projet et la date de livraison au client. Donc, j'ai moi-même dû mettre en place un certain nombre de processus, un certain nombre d'outils pour permettre à mes équipes de performer, de maintenir un haut niveau d'excellence malgré les turbulences qu'on était en train de vivre. Et c'est toute cette expérience-là que je vous ai condensée dans cette vidéo et dans les prochaines. Venons-en maintenant au détail des 3 piliers. Le premier, c'est l'équipe et l'organisation. Je vous disais tout à l'heure que vous aviez une zone de turbulence où, lorsque vous avez trop de clients par rapport à votre équipe actuelle, il faut faire le choix soit d'évoluer, soit potentiellement de se faire distancer. Et bien, ce moment-là, c'est le moment de recruter des team leaders. Et ces team leaders, ils vont encadrer les équipes qui sont en dessous. Mais c'est des profils particuliers. Ces A-players, on ne les recrute pas de la même façon et on ne les manage pas de la même façon que les autres types de collaborateurs. Et venons-en maintenant un peu plus en détail au recrutement.
un mauvais recrutement peut vous coûter extrêmement cher. Dans l'infographie qui s'affiche, vous voyez par exemple qu'on a l'assistante qui va intervenir dans le processus, qui va y passer une quinzaine d'heures. Un CIO qui, lui, va y passer environ une trentaine d'heures au global. Et enfin, 2 head-off qui vont évaluer aussi les profils. Ce qui fait que, pour cet exemple-là, vous avez 3 200 € qui passent pour le recrutement lui-même, 4 390 dans mon exemple pour l'onboarding, plus 7 000 € par exemple si c'est la rémunération de la personne que vous avez employée pour un mois. Finalement, ce mois-là, il vous coûte 14 600 €. Un seul recrutement, dans mon exemple, 14 600 €. Imaginez que c'est un mauvais recrutement et que le mois d'après, vous devez recommencer à zéro. Alors je sais qu'il y a des petits malins qui vont dire « Ouais, mais moi, je raccourcis complètement le processus, le mieux c'est de tester sur le terrain, je prends la personne et je la teste. » Oui, c'est vrai, mais malgré tout, vous allez quand même avoir des étapes dans votre processus, vous allez quand même devoir rencontrer les personnes, et malgré tout, vous allez les tester sur le terrain, donc vous allez les onboarder, vous allez les former. Et donc ça va quand même avoir un coût, et ce coût-là, vous n'allez jamais le rattraper si vous vous séparez de la personne. Et encore plus, si ce mode de fonctionnement vous fait tester plusieurs personnes avant de trouver la bonne. Donc demandez-vous également quel est le coût pour vous d'un mauvais recrutement. Imaginez que cette personne elle est face à votre client, qu'elle apporte de la mauvaise qualité à votre client. Et derrière, c'est votre image qui va être impactée. C'est un client potentiellement qui ne va pas revenir ou qui ne va pas conseiller votre entreprise à d'autres personnes ou qui ne va pas re-signer. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Vous avez le coût du salaire, mais sur un mauvais recrutement, c'est aussi le coût du CA que vous n'avez pas généré à cause de ce recrutement. Et le CA non généré, c'est vrai pour la personne qui a peut-être fait du mauvais travail, mais c'est vrai aussi pour toutes les personnes qui ont dû prendre du temps pour ce recrutement parce que pendant ce temps-là, elles n'ont pas fait autre chose et donc potentiellement, elles n'ont pas généré du CA par leur travail habituel. Donc gardez bien en tête, un mauvais recrutement, ça a un coût extrêmement élevé. Et n'hésitez pas à faire le test par vous-même, à faire vos propres calculs pour être convaincu. À l'intérieur de ce pilier, il y a une autre partie qui est la clarté des rôles et responsabilités. Et pour vous illustrer ça, je vais vous parler d'une cliente. Cliente qui avait tendance à avoir pas mal de personnes à qui elle filait du boulot globalement en fonction des compétences, mais c'est elle qui savait ce qu'il y a à faire et elle distribuait. Le problème, c'est que sa boîte a grossi et à un moment donné, plus rien n'était sous contrôle. Et dès qu'il se passait un problème, on ne savait pas qui était responsable de quoi, donc qui devait vérifier typiquement la qualité de ce qui était généré, qui devait être à l'heure, et dès qu'il y avait une problématique, on était obligé d'appeler tout le monde pour savoir qui avait la réponse à la question. Cette équipe-là, malgré le fait qu'ils aient mis en place des team leader, il n'était absolument pas structuré au niveau des rôles et responsabilités. Résultat, il se noyait littéralement dans un verre d'eau. Il passait des heures et des heures à gérer des petits problèmes qui auraient pu être gérés en 1 à 10 minutes top chrono. Rappelez-vous que quand vous définissez clairement les missions et les responsabilités de la personne, elle doit être à l'heure, elle doit vérifier son travail, elle doit vous remonter quand il y a une problématique. Vous n'avez plus besoin de venir tout le temps lui demander « T'en es où? Qu'est-ce que t'as fait? Tiens, je t'ai donné ça, où est-ce que t'en es ?» Non, c'est à elle de faire avancer la tâche, donc c'est à elle de vous reporter comment les choses avancent et c'est à elle de garantir qu'elle avance. Donc, clarifier les rôles et responsabilités, c'est le point le plus important pour pouvoir gérer une équipe et pour sortir de l'opérationnel parce que vous avez des gens qui prendront leurs responsabilités. Il n'y a pas une autre façon de dire les choses. Et j'en arrive maintenant au deuxième pilier, la structuration interne et le pilotage. La structuration interne, ça va être quoi notamment? Ça va être tous les process que vous allez mettre à l'intérieur de vos pôles. L'important de ces process, c'est qu'ils soient le plus automatisés possible, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de friction possible entre les étapes, que vos collaborateurs aient toutes les informations nécessaires pour les réaliser, qu'ils les comprennent et qu'ils soient finalement le plus fluide, le plus efficient possible. Le but de mettre des process, c'est pas d'alourdir, c'est l'inverse, c'est de simplifier les choses pour que ça aille beaucoup plus vite et qu'on assure un certain niveau de qualité et un bon niveau également de validation du dirigeant. Donc c'est important quand vous grossissez, et notamment c'est le rôle de vos team leaders, de mettre en place des process à l'intérieur de vos pôles. Dans la structuration interne et le pilotage, il est important aussi d'avoir en tête qu'il faut bien définir la vision et les objectifs. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on n'a pas de vision, on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va. Et donner ces objectifs stratégiques à vos team leaders, ça leur permet à eux de définir les objectifs opérationnels, les projets pour atteindre ces objectifs stratégiques. Chaque jour, vous vous assurez que vous avancez
vers vos objectifs stratégiques. Et si vous n'y avancez pas, eh ben vous pouvez vous en rendre compte parce que vous avez des KPI, des moyens de mesure pour savoir si vous allez dans le bon sens ou non. Et quand vous n'allez pas dans le bon sens, vous travaillez avec vos team leaders pour voir comment on peut rajuster les choses. Soit c'est l'objectif qui est trop haut, soit c'est les moyens qui ont été mis en œuvre qui ne sont pas les bons. Dernière chose que je voulais vous partager, c'est de ne pas hésiter à outiller votre pilotage. Le pilotage, il est à deux niveaux. Vous avez le pilotage micro qui est réalisé par vos team leaders. Et là, je vous encourage à avoir des outils. Alors là, je vous ai mis des exemples de Monday. Monday, il va pouvoir suivre vos process, toutes les différentes étapes, vous assurer que tout soit bien fait. Il va également permettre de suivre toutes les tâches qu'il y a à faire dans vos pôles, les tâches récurrentes ou les tâches d'un projet. Et pour le team leader, ça permet de savoir exactement où en est chaque personne de son équipe. Et vous, en tant que dirigeant, ça vous permet d'extraire de la data de haut niveau pour savoir quelle est l'avancée des objectifs à l'intérieur de vos entreprises. Donc, je vous encourage vraiment à outiller votre suivi de process et votre suivi des tâches dans votre entreprise. C'est un indispensable pour garder le contrôle de la qualité des plannings et finalement du budget parce que derrière l'activité de vos ressources, le travail qu'ils font, il y a du budget. Autre point important à mettre en place dans votre entreprise, c'est la structuration du savoir. Si vous n'avez pas quelque part très clair où est structuré et où on peut chercher les informations, que vous ne capitalisez pas sur ce que vous apprenez à l'intérieur de l'entreprise, vous allez tout le temps recommencer à zéro. Donc pensez à structurer le savoir. Là aussi, vous pouvez utiliser des outils comme des wikis pour structurer l'information. Et comme ça, quand il y a quelqu'un de nouveau, par exemple, ou que quelqu'un est nouveau sur une tâche, il sait qu'il peut chercher quelque part pour avoir les bonnes informations de comment on fait. Et notamment, tous vos process que vous avez pu documenter, mettez-les dans ce wiki pour que chacun puisse trouver les bonnes informations à l'intérieur de l'entreprise. J'en arrive à la communication et la coordination interne. Ce qui est important à partir du moment où vous mettez en place des team leaders et que vous sortez de l'opérationnel, c'est de vous assurer qu'il y a bien une coordination entre les pôles. Sinon, vous allez avoir un effet silo. Si vous vous dites, moi, je mets des bons et je laisse se débrouiller et je m'occupe plus de rien et ils me disent si tout va bien, vous n'allez pas avoir de circulation de l'information. Imaginez le scénario suivant. Vous avez le marketing qui est en train de définir une nouvelle campagne qui ne prévient pas les closers qui vont se retrouver avec une quantité de personnes, de nouveaux leads à appeler qui n'étaient pas prévus. Ils n'ont pas prévu le personnel pour. Ça ne va pas fonctionner, vous allez avoir un bottleneck. Également, si vous n'avez pas prévu côté coach, imaginons, ou personne qui s'occupe des clients, vous n'avez pas le nombre de ressources suffisant, ou alors ils ne sont pas assez formés par rapport à ce qui a été vendu dans la campagne marketing, et qu'il n'y a pas eu d'alignement entre ce qui est vendu et ce qu'on délivre, là aussi vous allez avoir des problèmes. Quand vous étiez plus petit, c'est vous en tant que dirigeant qui faisiez ce lien. Mais à partir du moment où vous sortez de l'opérationnel et que vous grossissez, l'information, elle ne va pas circuler pareil. Et rappelez-vous que la perte d'une information, ça a un coût très important pour l'entreprise parce que vous pouvez perdre des clients, perdre de l'info, devoir recommencer les choses. Donc ça a un coût. Donc c'est important de structurer le moyen de communiquer. Donc je vous encourage à avoir vraiment des outils, un Slack ou quelque chose comme ça, où vous pouvez mettre des thématiques où les personnes qui sont intéressées par la thématique sont abonnées et peuvent voir toutes les informations. Je vous encourage aussi à structurer des réunions à l'intérieur de votre entreprise, les bonnes réunions au bon endroit, et j'y reviendrai plus en détail dans une autre vidéo, pour que la communication passe bien et que vous aussi vous puissiez faire passer et qu'ils puissent vous remonter les bonnes informations. Je voudrais également faire un petit focus sur le WhatsApp ou le Teams communication. Le fait de vouloir envoyer une notification à un collaborateur et de s'attendre à ce qu'il réponde tout de suite. Ça empêche les personnes de se concentrer. Et il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'il faut environ 23 minutes pour une personne pour se reconcentrer sur sa tâche. Donc si vous passez votre temps à les solliciter, qu'en plus vous leur dites « il faut que tu me répondes tout de suite, sinon j'ai l'impression que tu ne travailles pas pour moi », en fait vous êtes en train de tuer la productivité. Donc vous êtes en train de tuer votre budget. Vos collaborateurs ne sont absolument pas efficients dans leur travail. Donc ayez-le en tête. Les urgences se traitent vraiment sur le moment parce qu'il y a toujours des vraies urgences, mais la majorité des points peuvent attendre la fin d'après-midi, le lendemain ou un traitement via des one-to-one avec vos collaborateurs. Mais arrêtez de vouloir communiquer sur le moment, là maintenant, tout de suite. Ce n'est absolument pas efficient et productif pour votre entreprise. Le dernier point, j'en ai un petit peu parlé, mais je réinsiste dessus, c'est le pilotage. À partir du moment où vous montez un petit peu plus haut dans l'entreprise, vous avez changé d'identité, vous n'êtes plus dans l'opérationnel, vous êtes un dirigeant d'entreprise. Et à ce titre, vous devez pouvoir prendre des bonnes décisions avec les bonnes informations. Et pour ça, vous avez besoin de connaître la bonne santé de votre entreprise, les risques
Et pour ça, vous avez besoin de macro-pilotage, d'informations qui remontent, de reporting, de KPI, qui vous permettent de savoir exactement ce qu'il en est au quotidien. C'est ça qui va vous servir aussi à challenger vos team leaders pour savoir s'ils vont dans le bon sens par rapport aux objectifs. Bref, si je résume, on ne va pas à Bali se mettre les pieds dans l'eau pendant que l'entreprise elle tourne pendant plusieurs mois. Non, on reste présent. Pas tout le temps évidemment, puisque le but c'est que vous puissiez à nouveau prendre des vacances, parce que ça fait bien longtemps que vous n'en avez pas pris. Oui, mais le reste du temps, vous devez avoir du macro-pilotage et organiser des réunions spécifiques de macro-pilotage avec vos team leaders pour garder le bon niveau de contrôle sans avoir besoin de micro-piloter, de micro-manager toutes les personnes de votre entreprise. J'en arrive maintenant au troisième pilier, le management de la performance. Je ne vais pas trop vous donner de détails parce que le management me passionne, je pourrais y passer des heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre modèle de management, la culture aussi d'entreprise, va impacter considérablement ou pas la productivité de vos équipes. Il faut absolument maintenir un engagement de vos collaborateurs pour qu'ils aient envie de se donner à fond dans votre projet. Il faut également maintenir leur motivation. Il faut leur donner envie de donner le meilleur. Il y a Anthony Robbins qui disait « Donnez tout à vos collaborateurs, ils vous le rendront au centuple ». Et bien c'est entièrement vrai. Le management, c'est 20% de technique, 80% de mindset. C'est pas très compliqué à apprendre, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est plutôt un état d'esprit. Et il faut comprendre que selon les profils que vous avez en face de vous, vous n'allez pas les manager pareil. Donc, il faut avoir ça en tête. Il faut modifier votre façon de manager à partir du moment où vous êtes en face de A-player. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'un terrain de jeu beaucoup plus grand, beaucoup plus d'autonomie. Ils ont besoin de challenge au quotidien. Et si vous les micro-pilotez et vous leur dites comment faire les choses, ils vont se parer. Et vous allez être à nouveau à l'intérieur d'un turnover et de devoir recruter. Donc vraiment, le management, je vous ferai des vidéos spécifiques pour vous donner beaucoup plus de détails sur comment manager la performance de son entreprise. Mais ayez ça en tête, si vous managez au bâton à taper sur vos collaborateurs dès qu'ils font mal quelque chose et que vous n'avez pas quelques techniques pour les faire performer et les engager, et votre entreprise, elle ira pas bien loin. J'ai maintenant fait le tour des 3 piliers pour avoir une entreprise scalable qui permet d'avoir une croissance soutenue sur le long terme. Comme je vous le disais, vous l'avez bien compris, il y aura d'autres vidéos beaucoup plus détaillées sur tous ces piliers-là. Mais je vous ai déjà donné un avant-goût des choses à travailler dans votre entreprise. Et je reste à votre dispo si vous avez des questions. Je vous encourage aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis évidemment à la partager si vous avez des personnes autour de vous qui sont intéressées par les thématiques que je traite. Je vous encourage à leur partager cette chaîne parce que mon but c'est de vous offrir énormément de valeur pour que vous puissiez changer les choses dans votre entreprise et pouvoir demain être une agence de référence en pleine croissance sur votre marché.